Alors, l'insurrection de Martinique 1870-1871, c'est effectivement une page de l'histoire qui est peu connue, voire totalement méconnue, mais c'est lié tout simplement à un fait qui a été rappelé, le fait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, par les puissants, et c'est une histoire qui porte une mémoire à la fois collective, individuelle et familiale. Dans mon cas personnel, donc moi je suis béninois et martiniquais. Par conséquent, le 30 septembre 1960, une petite fille allait en classe de CP et apprenait effectivement nos ancêtres les Gaulois. Cette petite fille était ma mère, tout simplement. Elle avait 6 ans à l'époque, elle est née au milieu des années 50 à Rivière-Pilote. Et les parents de ma mère sont nés dans les années 1910-1920 au Marin, donc qui est la commune limitrophe à Rivière-Pilote, qui ferme donc le sud de la Martinique, qui fait le lien entre la partie atlantique et Caraïbes. Et par conséquent, mes grands-parents sont les petits-enfants des insurgés de 1870-1871. Donc ce petit rappel, en fait, ça permet déjà de rapprocher cette histoire. Quand on dit grands-parents ou petits-fils, ça rapproche directement l'actualité des luttes qui sont menées à cette époque-là. Et ça permet de montrer que 1870, c'est extrêmement près. Ça n'est pas si loin que ça. Donc je pense que ce premier point, il est essentiel à souligner. 1870-71, c'est le début également d'un changement dans la vie politique française. On va passer à la Troisième République. Et cette notion de république, elle est aussi très importante à avoir à l'esprit, puisque dans l'histoire de cette France coloniale, c'est la République qui a aboli l'esclavage officiellement. Donc il y a une première abolition en 1794 qui n'avait pas concerné la Martinique, qui était occupée par les Britanniques, donc qui avait uniquement concerné la Guadeloupe. Et donc Napoléon, dans son projet génocidaire vis-à-vis d'Haïti, avait tenté de rétablir également et réussi à rétablir l'esclavage à la Guadeloupe. Donc ça, c'est une page qui est assez connue dans les milieux militants, on va dire. Et donc 1848, la Seconde République, qui, donc, par le décret du 27 avril, donc, pris par le fameux Victor Schœlcher, va abolir l'esclavage. Sauf que l'abolition de l'esclavage ne prend effet que lorsque le décret arrive à destination. Et le décret devait arriver début juin à la Martinique, mais le peuple martiniquais s'est soulevé et a donc lancé une insurrection les 22-23 mai 1848 pour accélérer donc la proclamation de l'abolition de l'esclavage. Donc lorsqu'on est en 1870, nous ne sommes que 22 ans après cette abolition de l'esclavage. Et 22 ans, c'est un temps très court, c'est un temps qui est également à mettre en contextualisation vis-à-vis de toute la région. En 1870, par exemple, cela ne fait que 5-10 ans environ, enfin 5 ans officiellement que l'esclavage a été aboli aux États-Unis. L'esclavage se maintient toujours à Cuba et au Brésil, en dépit des révoltes qui ont lieu déjà à cette époque-là dans ces deux territoires. Et 22 ans, c'est aussi un temps pour juger ce qui a été fait du point de vue donc, des politiques post-abolitionnistes. Donc la Seconde République se met en place et va durer très peu de temps, dès 1852, un coup d'État qui aboutit donc au Second Empire avec Louis-Napoléon Bonaparte, donc le petit-neveu de l'autre, Napoléon III, et qui va en fait symboliser une restauration de l'ordre ancien. La République va être constamment en fait assimilée à cette idée d'émancipation, de libération, de progrès social. Ce qui explique que lorsque, dans le contexte de l'insurrection de la Martinique, on apprend la défaite donc, du Second Empire en France et donc la proclamation à venir de la Troisième République, eh bien, il y a dans les milieux noirs, donc descendants, affranchis et libres, une volonté en fait de parachever ce que la République, la Première République et ce que la Seconde République n'avaient pas réussi à construire, c'est-à-dire cette fameuse égalité sociale. Et cette notion d'égalité, je pense qu'elle est très importante, puisque Alfred Marie-Jeanne, donc l'actuel président de la région Martinique et grande figure indépendantiste nationaliste au niveau de Rivière-Pilote, disait un jour que je n'ai pas de complexe de supériorité, je n'ai pas de complexe d'infériorité, mais j'ai un complexe d'égalité. Et cette notion d'égalité est constamment rabâchée, elle est très problématique dans le contexte donc, de cette insurrection de 1870. Elle est très problématique tout simplement parce qu'au lendemain de l'abolition de l'esclavage, eh bien, la France va faire ce qu'ont fait les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont appliqué les lois Jim Crow,
hein, des lois de ségrégation, des lois qui empêchent finalement les Noirs, même libérés, de vivre tranquillement, avec des passes pour contrôler leurs déplacements, des politiques économiques qui les maintiennent dans la dépendance. Et la France va faire exactement pareil. On va mettre en place une justice à deux vitesses, avec un décret en 1853 qui va stipuler que lorsqu'un noir est condamné à 5 ans de prison et qu'un blanc est condamné à la même peine, ils ne vont pas dans le même pénitencier. Le blanc reste sur place et le noir, il est déporté au bagne. Voilà, donc ça va être aussi une politique déjà de, comment dire, une sorte de double peine avant l'heure, voire même de triple peine, puisque ce sont des personnes qui ont été déportées du continent africain qui se trouvent dans cette situation-là. Donc une justice pour les Blancs, une justice pour les Noirs, également une absence d'école, puisque la Seconde République, en dépit de tout, est confrontée aux intérêts des lobbies néo-esclavagistes et des planteurs qui veulent garder une main-d'œuvre disponible, donc qui refusent aux enfants le droit d'avoir accès à une éducation. Donc la question scolaire va se poser de manière cruciale, puisqu'en 1870, la jeunesse qui est née libre, donc après 1848, a une vingtaine d'années. Donc cette insurrection de la Martinique, elle est symbolisée donc par des personnalités qui sont à la fois jeunes et en même temps d'autres qui ont le souvenir des résistances et des insurrections qui avaient traversé donc l'époque esclavagiste. Donc se met en place un nouveau code noir, se met en place une plantocratie fondée donc sur les strates de couleur, avec donc les béquets donc qui sont les possédants, les propriétaires, une toute petite minorité. En dessous, on va trouver la petite bourgeoisie et l'administration coloniale qui a le véritable pouvoir, puisque lorsque la Seconde République met en place le suffrage universel, et va bien évidemment le supprimer dans les colonies très rapidement. Donc ce sont des conseils municipaux, des élus qui sont en fait nommés. Et ça, en fait, ça va également constituer une frustration pour une partie de l'élite, mulâtre notamment, qui en fait misait beaucoup sur l'ascension sociale justement par les services de l'État. Enfin, on trouve une grande majorité de Martiniquais qui font partie du petit peuple, qui sont des travailleurs, qui sont des artisans, qui sont encore à la canne et qui côtoient une autre communauté qui est en fait ce qu'on appelle les engagés sous contrat, en tout cas toutes les personnes qu'on a fait venir, notamment d'Inde, mais aussi d'Afrique, pour justement briser les revendications salariales des travailleurs une fois émancipés. Hein, ce qu'on va appeler les coulis, les Congos notamment, donc beaucoup viennent du Congo, et cette population va également jouer un rôle dans toute cette histoire. Donc l'insurrection de 1870, pour faire court, ça part tout simplement d'une frustration supplémentaire qui est en fait une accumulation sur beaucoup d'autres frustrations. C'est un jeune homme, Lubin, qui a 22 ans, donc qui est né en 1848, hein, qui est né l'année de l'abolition de l'esclavage, qui a grandi libre, qui travaille avec son père à la réfection donc, des voies, notamment d'une route entre donc, Le Marin et Rivière-Pilote, donc deux communes qui se jouxtent, de bourg, comme on disait à l'époque, et donc une route qui devait mener à une usine en construction. Et donc il travaillait sur cette route, puis qui est en fait un sentier, aujourd'hui c'est une route, et à un moment passe Augier de Maintenon, qui est un fonctionnaire blanc, très vite intégré dans le cercle des béquets, qui passe juché sur son cheval, et le sentier est étroit, donc l'une des deux personnes doit s'écarter. Et donc Augier de Maintenon, donc un blanc, ordonne à Lubin, donc un noir, de s'écarter du passage. Et lorsque Augier passe sur son cheval, il donne 2 coups de cravache, schlac, schlac, à Lubin, qui ne comprend pas, et qui décide en fait d'aller porter plainte. Sauf que Augier de Maintenon va également porter plainte contre Lubin. Donc ce sera parole contre parole. Et les seuls témoins de l'affaire étaient les proches de Lubin, mais on ne va pas prendre leur déposition parce qu'on va juger que des Noirs qui sont témoins dans une rixe entre Noirs et Blancs ne peuvent pas être impartiaux. Donc l'affaire ne sera pas saisie par la justice. Donc c'est une altercation qui a lieu donc, en février 1870. Et donc entre-temps, le processus judiciaire est mort-né. Et Lubin, 2 mois plus tard, va décider de se venger. Donc il va se déguiser un peu en femme, il va prendre des habits qui le masquent. Il va attendre Augier de Maintenon
dans un petit chemin obscur. Et au moment où Ogier va passer, eh bien, il va l'attraper, lui mettre une rouste. Alors très rapidement, Lubin va être arrêté donc, par les autorités. Et au moment où il est arrêté par les autorités, beaucoup de personnes de Martiniquais, donc de Noirs, quand je dis Noirs, c'est généralement Martiniquais de manière générale, vont décider en fait de se mobiliser par rapport à ce qu'ils estiment être une injustice. Donc les femmes, notamment, vont être les premières à lancer une souscription pour payer les frais de représentation d'avocats de Lubin. Donc il y aura toute une mobilisation. Et le jour du procès, donc le 19 août 1870, Lubin va être condamné dès le jour même à 5 ans de prison, ce qui vaut donc déportation au bagne de Cayenne. Et lorsque la population apprend cette nouvelle, elle est scandalisée. Et il y a un personnage très célèbre sur l'île qui s'appelle Caudé, qui était un juge assesseur et qui faisait partie de ce cercle béquet très arrogant et très méprisant, qui va se vanter parmi la population d'être celui qui a fait condamner Lubin. Alors, Caudé, c'est un personnage qui possède une plantation, qui, au sein de sa plantation, fait flotter le drapeau blanc, donc le drapeau royaliste, esclavagiste de l'époque. Donc ça aussi, cette notion de drapeau, elle est très importante parce que dans l'histoire de France, enfin, dans la manière dont cette histoire est abordée, on fait tout le temps le parallèle avec les États-Unis en se fermant les yeux. Un journal comme Le Monde a fait des articles sur la militante qui a escaladé le pilier pour décrocher le drapeau ségrégationniste de Caroline du Sud devant le Capitole de cet État du sud des États-Unis, un drapeau hérité des confédérés racistes de l'époque. Mais je peux vous assurer que le drapeau de la Martinique, le drapeau de la Guyane, et celui de la Guadeloupe sont des drapeaux frappés de la fleur de lys qui en fait renvoient également à cette époque esclavagiste. Donc il y a une lutte actuelle dans les mouvements indépendantistes sur les symboles et tous les mouvements indépendantistes de Guyane, de Réunion, de Martinique, de Guadeloupe, de Kanaki ont leurs drapeaux qui s'opposent en fait à tous les drapeaux qui ont été brandis par les différentes autorités. Donc Caudé se vante donc d'avoir fait condamner Lubin et quelques temps plus tard, un mois plus tard, donc le 21 septembre 1870, arrive la nouvelle qu'il y a eu la défaite de Sedan, donc que le Second Empire est en train de tomber et que la République est sur le point d'être proclamée. Et lorsque les autorités à la Martinique apprennent cette nouvelle, en fait, elles sont confrontées à une difficulté qui est d'annoncer la proclamation de la République, tout en sachant que cette République-là est perçue par les Noirs comme l'élément politique, le type de modèle politique qui va assurer définitivement le renversement de l'ordre social. Donc lorsque on apprend donc la défaite de la France à Sedan, eh bien les Noirs vont prendre la rue en criant « Vive la Prusse » qui avait battu la France, en criant « Mort aux Blancs, mort aux Béquets », et ça va être en fait le début d'une insurrection qui va durer 5 jours. Et cette insurrection, elle va être localisée dans le sud de la Martinique, autour notamment donc, du Marin, de Rivière-Pilote, et elle va être portée par un certain nombre de figures qui sont extrêmement intéressantes et qui ont chacune en fait leurs caractéristiques sociales. L'un des chefs va être Auguste Villard, c'est lui qui va être considéré comme le chef du complot. Il va être ensuite arrêté, condamné et sera déporté au bagne, mais pas au bagne de Cayenne, au bagne en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki. D'autres personnages, par exemple Louis Telga, qui est en fait un affranchi de 1847, lui va être, va en fait utiliser ses compétences professionnelles, c'est-à-dire qu'il était artisan boucher, il avait l'habitude de circuler dans les différentes villes du sud de la Martinique, et lorsqu'il apprend en fait que la République va être proclamée, il va en fait monter une petite armée qui va en fait rejoindre d'autres personnes qui également tentaient de se libérer, dont l'une est Lumina, donc la fameuse Sophie Lumina dite Surprise. Donc tous ces personnages-là représentent des classes sociales différentes, des profils différents. Par exemple, dans le cas de Telga, donc il a été affranchi par son maître qui s'appelait Gallet et qui l'a renommé Telga. Donc il y a toute une histoire qui renvoie à l'état civil de ces personnes qui sont nées en 1848 et qui se cherchent une identité. Ce serait également le cas donc, de Lumina, de Sophie Surprise. Et donc dans son cas, c'est comme je l'ai dit, c'est un artisan, un boucher. Donc ce n'est pas
un stratège, ce n'est pas un grand penseur, ce n'est pas un polémiste. C'est quelqu'un qui, en fait, symbolise ce que l'historien caribéen Cedar James disait, à savoir que chaque cuisinier peut finalement gouverner, à partir du moment où il est doté de ses capacités de rassemblement. Donc tel gars va rassembler avec les autres personnes environ un millier ou quelques milliers d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes, qui vont, durant ces 5 jours d'insurrection, 21, 22, 23, 24, 25, 26, incendier une vingtaine de plantations, vont en fait menacer l'ordre social, l'ordre économique et social de la Martinique, et vont se heurter en fait à une répression extrêmement féroce. Et cette répression, elle est importante à comprendre, puisqu'il y avait du côté de la France la peur d'un nouveau Saint-Domingue. Et cette insurrection de la Martinique de 1870, elle est aussi intéressante parce qu'elle casse aussi les stéréotypes que l'on a sur ces territoires. Très souvent, on assimile la Guadeloupe à une île rebelle, à une île d'Africains qui résistent, qui se battent, de nègres marrons. Mais dans le cas de l'insurrection de 1870, ce sera à l'époque la plus grande insurrection qui ait eu lieu. C'est vraiment un mouvement qui va réellement prendre racine, qui va être très rapidement étouffé, mais qui va avoir des conséquences extrêmes à travers la manière dont les personnages seront réprimés. Donc qu'est-ce qui se passe tout simplement depuis les différentes habitations? On va voir donc des Noirs brûler les différents lieux de pouvoir économique qui étaient détenus par les béquets. Les béquets vont faire appel en fait aux troupes donc, du gouverneur, qui sera un témoin assez, un observateur assez particulier en fait de ce conflit. Et les différentes troupes vont être rejointes par beaucoup de volontaires blancs qui vont en fait trouver dans cette insurrection la possibilité d'écraser massivement les Noirs. Il faut savoir que dans l'insurrection, il y a à peu près 5 à 10 Blancs qui ont été tués et des centaines et des centaines de Noirs qui ont été massacrés. Tout simplement parce que le rapport de force était inégal. Ce qui s'est passé lors de cette insurrection de 1870, qui a été surnommée par certains l'insurrection de la torche et du coutelas, c'est que le rapport de force était inégal avec d'autres personnes qui avaient des fusils, qui avaient des canons. Donc ça renvoie effectivement au symbole de la Commune de Paris de 1871. Cette insurrection des coutelas, ça renvoie bien évidemment à l'intifada des couteaux que l'on voit aujourd'hui en Palestine. Et ça montre aussi le désespoir dans lequel ces personnes étaient et la volonté qu'elles voulaient mettre dans leur processus de libération. Il y avait vraiment une volonté d'arracher donc cette libération et également de cibler les victimes. Donc dès le 23 septembre, le fameux Codé va être traqué et arrêté. Il va être découvert par une femme qui en fait va prendre des cailloux et va jeter les cailloux dans les feuilles dans lesquelles il s'était caché. Donc il va sortir de là, donc il va appeler, Cléomène va appeler les autres personnes qui vont le retrouver à ce moment-là et le juger très rapidement, puis finalement décider de l'exécuter. Et une autre femme va également donc à cette époque, donc à ce moment, venir avec de l'eau salée pour saler le corps de Codé comme on le fait pour un cochon. Donc il y a aussi toute une symbolique du meurtre de Codé qui va se faire à ce moment-là. On sait qu'une femme a coupé les testicules de Codé parce que la virilité des béquets, les symboles phalliques, etc. ont également été détruits à ce moment-là. Et on le voit aussi dans les récits qui vont être faits et sur lesquels donc, Gilbert Pagot a travaillé, c'est-à-dire que le rôle des femmes va être constamment minoré parce que valoriser le rôle des femmes dans ce type de révolte, c'était rajouter de l'humiliation en fait aux circonstances de la défaite. Et d'autre part, lorsque les procès vont se mettre en place, il y aura toute une politique de la part de la justice coloniale pour faire en sorte que les femmes ne soient pas condamnées. Et on va lier en fait la clémence aux femmes à leur capacité à balancer le plus grand nombre d'hommes possible. Et donc dans cette stratégie de la justice, en fait, il y a une volonté de briser les solidarités familiales, de déconstruire la famille comme un lieu de refuge, de déconstruire ce mythe, ce contexte de l'omerta, mais ça n'empêchera pas un certain nombre de personnes de continuer à vivre en clandestinité, de bénéficier des complicités locales, pour certains de gagner notamment Sainte-Lucie et d'y mourir. Bref, il y a toute une histoire des fugitifs et des stratégies de lutte qui est présente donc dans cette insurrection. Un autre élément qui me semble également important dans
dans ces personnages, c'est aussi le cas de Lumina, donc Sophie Surprise, donc, qui est née en novembre 1848. Donc Surprise, en fait, ça fait référence au contexte de naissance, c'est-à-dire que les enfants nés en novembre sont les enfants du carnaval, qui ont été conçus dans le carnaval, donc du coup ils prennent souvent ce nom de Surprise, c'est la bonne surprise héritée du carnaval. Et Sophie Lumina, qui avait en fait un autre nom, Marie-Philomène Roptus, dans l'état civil, donc d'où la difficulté de retracer l'identité de toutes ces personnes-là, de leur parcours. Donc son identité sera retrouvée au bagne de Cayenne. Donc Sophie Lumina Surprise fait partie de ces personnes qui sont nées après l'abolition de l'esclavage et dont les parents voulaient lui construire un avenir. C'est-à-dire que les parents voulaient notamment qu'elle soit couturière, qu'elle devienne indépendante, mais le système qui était mis en place, en fait, refusait l'autonomie et l'émancipation des travailleurs et des travailleuses. Et c'est particulièrement vrai dans le cas des femmes. On a beaucoup de femmes dans ces années-là qui voulaient se consacrer à la poterie, qui voulaient faire de l'artisanat, qui voulaient vivre justement de leur artisanat et qui, du fait des contraintes du système, ont été obligées en fait de revenir à la canne, de couper le sucre, etc. Donc c'est la problématique en fait de la libération du travail, la problématique de l'émancipation des travailleurs et surtout des travailleuses, elle est réellement présente dans la manière dont les femmes vont participer à cette insurrection. Alors c'est une insurrection qui va en fait être confrontée aux stratégies militaires qui étaient mises en place en face, c'est-à-dire qu'on est dans le sud de la Martinique, on est adossé à la mer, donc on n'est pas au centre et au cœur de la Martinique. Par conséquent, très rapidement, les troupes coloniales vont, donc, dans un premier temps, donc, encercler le foyer d'insurrection, et une fois que le foyer est encerclé, eh bien, on le quadrille, hop, 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 on le ratisse, et on attrape les différents insurgés. Donc il y aura toute une série de battues qui seront menées dans le courant de l'automne pour attraper jusqu'à 2000 personnes, qui seront ensuite jugés dans une série de procès qui auront lieu à partir de 1871. Et ces procès également sont assez intéressants dans leurs conclusions et dans leur méthodologie. On voit constamment la volonté de la justice coloniale de trouver un complot, de trouver des comploteurs, de trouver des responsables, et en même temps cette volonté de montrer que la France est généreuse. C'est-à-dire qu'on va créer des amnisties, on va charger les personnes pour finalement les amnistier, donc on va se créer en fait l'idée d'une générosité de la justice. Donc la France est généreuse, vous avez fait une bêtise mes enfants, mais on vous pardonne, on vous amnistie, on vous donne la grâce, etc. Et un certain nombre de personnes déportées, notamment au bagne de Cayenne, lorsqu'ils recevront cette grâce-là, refuseront tout simplement ce qui leur a été proposé, c'est-à-dire de revenir donc, sur leur île d'origine, enfin leur île de déportation mais d'origine. Ce sera notamment le cas de Sophie Lumina Surprise, qui elle, donc, va être condamnée et déportée au bagne, alors qu'à l'époque elle était enceinte, donc il y avait un parallèle avec, la figure de la mulâtresse Solitude, donc elle sera déportée au bagne. Son enfant va être confié donc à un hospice et va mourir au bout de 7 mois, puis elle, en fait, son histoire va être découverte finalement au bagne de Cayenne, dans les registres du bagne de Cayenne, qui sont extrêmement intéressants justement pour retracer cette histoire-là. Alors, il y aura également d'autres personnages qui vont d'une certaine manière symboliser l'internationalisation de cette insurrection. Donc l'un d'eux, c'est le fameux Auguste Villars. Donc Auguste Villars qui est considéré comme le chef du complot. Et Auguste Villars donc, va être déporté d'abord à Aix, donc dans le sud de la France, puis depuis Aix, il va être emmené en Kanaky. Ce qui est important, c'est de savoir que dans ce convoi de déportation, il va prendre le bateau avec Louise Michel et un certain nombre de communards, et il va également prendre le bateau avec des Amokranes. C'est-à-dire qu'à la même époque, il y a une insurrection en Kabylie. La France colonise l'Algérie, mène sa politique de pacification qui est en fait une politique d'épuration. Et il y a toute une série de résistances qui, depuis déjà les années 1820-1830 jusqu'aux années 1920, amènent à des condamnations et au bout d'un moment se pose la question de savoir où emprisonner ces personnes-là. Donc il y aura une insurrection au printemps 1871 dans cette région de l'Algérie. Et le procès qui va être fait va condamner 200 personnes, dont une petite partie sera envoyée également en Kanaky.
Donc en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, vont se retrouver des personnes qui ont l'expérience de l'insurrection de la Martinique, des personnes qui ont l'expérience de la Commune de Paris, et des personnes, donc les Mokrane notamment, qui ont l'expérience de l'insurrection de Kabylie. Ce qui explique pourquoi la question de la Kanaki, la question de la Nouvelle-Calédonie, comme on l'appelle, est extrêmement importante. Et ce territoire-là, il est dans un processus dont on parle très peu, c'est-à-dire ce processus qui devrait mener potentiellement à son autonomie, indépendance ou autre système. Et je pense que ce sujet n'est pas suffisamment mis en avant dans les débats, dans les réflexions. Les militants de Kanaki cherchent des soutiens, ils cherchent des références historiques, ils cherchent des types d'expériences, parce qu'ils savent que ce qui est en train de se préparer sur leur territoire s'inscrit dans une longue lignée de reconversion du système colonial français, qui n'est pas né en 1870, mais qui au moment de 1870 s'est systématisé dans le modèle de la Troisième République, qui est la République fondamentalement coloniale. Lorsque les Martiniquais lancent leur insurrection, ils le font par rapport à des questions d'égalité sociale. Ils veulent des écoles, ils veulent de la dignité, ils veulent du respect, ils veulent que la justice soit égale pour les Noirs et pour les Blancs. Et de par en fait leur engagement, ils forcent les autorités coloniales à leur accorder un certain nombre de concessions, notamment l'école gratuite, qui arrive en Martinique avant d'arriver en France avec les lois Jules Ferry. Sauf que cette école gratuite va marquer le point de départ de cette politique d'assimilation. Et par conséquent, au moment de l'insurrection de 1870, les Békés, qui étaient les plus menacés, qui détenaient le pouvoir économique, vont se réfugier derrière le pouvoir politique, derrière la cooptation d'une élite assimilationniste, souvent mulâtre, métisse, et en mesure finalement d'occuper des fonctions politiques en croyant que le véritable pouvoir est le pouvoir politique. Or, le pouvoir, il est économique. Par conséquent, cette insurrection de 1870, elle montre précisément les limites de la prise du pouvoir et la nécessité de cibler les types d'insurrection sur les lieux de production économique. Puisque la problématique de ces territoires, on l'a vu avec le LKP très récemment, c'est que ces territoires coloniaux sont passés de sociétés de production, on produit de la canne, on produit du café, du sucre, etc., à des sociétés de consommation. On consomme ce qui vient de la métropole. On est le débouché des produits de la métropole, ce qui amène une vie particulièrement chère. Et en même temps, tous les systèmes d'organisation économique et sociale tendent à faire du travail un enjeu de vie et de mort. Donc ça renforce la cooptation, donc ça renforce le clientélisme. Donc c'est tout un système de verrous extrêmement fort dans lequel en fait les dirigeants politiques sont confrontés à un pouvoir qui est le pouvoir des possédants, le pouvoir des béquets et à la question de la réforme agraire. Donc à la même époque, d'autres révolutions ont lieu dans cet espace-là. On en a une à Cuba qui est lancée, qui va durer une dizaine d'années, déjà sur la question de la terre, et qui va inspirer à l'écrivain et militant communiste haïtien le roman Les gouverneurs de la rosée, sur la nécessité en fait de gagner la bataille de la terre. On a également d'autres types de révolutions qui vont se mener un peu plus tard, notamment au Mexique. On aura également des révoltes par rapport à la question agraire au Brésil dès cette époque-là. Donc le cas de la Martinique, le cas de l'insurrection de 1870, il est à la fois local, je dirais même micro, et il a en même temps un retentissement et des répercussions à l'échelle, je dirais, internationale. En revanche, il a très peu de presse au niveau de la métropole. C'est-à-dire qu'il y a également un contrôle de l'information qui n'empêche pas donc, les Noirs, donc les Martiniquais, d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à Paris, tout simplement en passant par des réseaux, notamment cubains, mais également anglophones, donc notamment par la Jamaïque. La Jamaïque avait connu également une révolte très importante, la rébellion de Morant Bay en 1865. Donc il y a déjà des connexions qui se mettent à cette époque-là du point de vue de la circulation de l'information entre les îles. On sait qu'un certain nombre de fugitifs vont également se réfugier à Sainte-Lucie. Donc on a des insurrections, des révoltes et des mouvements, on va dire, indépendantistes, entre guillemets, de Sainte-Lucie qui sont en fait en connexion avec l'histoire de la Martinique. Donc en fait, on a toute une circulation dans cet arc caribéen, dont la finalité sera, pour des historiens comme Eric Williams et C.R. James, la révolution cubaine de 1959. Donc toute cette histoire-là, cette histoire de l'insurrection de 1870-1871, aujourd'hui en Martinique, elle constitue un moment très important.
Elle constitue un moment de commémoration, un moment où on allume des flambeaux, puisque c'est le symbole finalement donc, des insurgés, un moment où la conque de Lambie, donc cet instrument qui permettait aux personnes d'aller sur les différentes plantations pour mobiliser les foules, est joué. Hein. Donc ce qu'a fait par exemple une personnalité comme Sophie Lumina Surprise, c'est qu'en l'espace de 5 jours, Gilbert Pagot a travaillé dessus, elle a fait plus de 100 km à pied. C'est-à-dire que les plantations sont espacées 10 km les unes des autres. Donc dans la même journée, elle pouvait aller d'une plantation à l'autre 5 ou 6 fois pour alerter les personnes, pour organiser la rébellion. Et on la retrouve dans différents endroits, dans les récits, dans les archives, dans les sources. Donc ça aussi c'est très important, ce sont des personnes qui ont marché, qui se sont organisées avec les petites armes qu'ils possédaient pour tenter de reprendre leur liberté. Malheureusement, le contexte très particulier de cette insurrection fait qu'elle a été réprimée dans les faits, mais dans l'esprit, elle va se symboliser en 1900 lors d'une grande grève qui aura lieu en 1900 et qui sera justement portée par les enfants des insurgés de 1870. Donc je vais m'arrêter là parce que le temps est un peu plus écourté du fait de mon retard, mais je pense qu'on peut avoir donc, dans le cadre donc, de la discussion davantage de précisions donc, sur les conséquences, les répercussions et l'histoire générale de cette insurrection et surtout les liens, je pense, avec l'actualité, parce qu'il y en a, ce n'est pas pour rien hein, que chaque semaine du 21 au 26 septembre 1870, il y a réellement des manifestations dans la Martinique par rapport à cette période qui, dans un avenir très proche, pourrait peut-être ressurgir. Merci. S'il y en a qui ont des questions peut-être, ou d'intervenir, de préciser.